לא צריך לשים. אני רוצה שיהיה כתוב, לא פרופסור ולא דוקטור, רק דבר אחד שיהיה כתוב. מרקוס מרק קלינברג, לוחם אנטי-פשיסט. שום דבר מיותר טוב. אז יאן אומר, אולי נוסיף אגנט של הקג"ב. רואים ככה שקט. אבל הדברים האלה הם דברים שאתה חשבת עליהם. Je l'ai enregistré des dizaines de fois, pas loin de 100 heures. L'entendre, c'est le revoir. C'est comme s'il ressuscitait. Sa façon de parler inimitable, ses affirmations péremptoires. Il côtoyait les plus grands, Moshe Dayan, Golda Meir. Il racontait plein d'histoires, des anecdotes des années 50 ou des années 60. Et puis surtout, cette affaire extraordinaire d'espionnage. Klingberg m'a confié que parmi tous les auteurs de romans d'espionnage, celui qu'il admirait le plus était John le Carré. Il lisait ses livres en prison et trouvait que ses personnages se rapprochaient le plus de la vraie vie des espions. Très cher Monsieur Le Carré, comme on lancerait une bouteille à la mer, je me permets de vous écrire car je tourne un film sur l'histoire du professeur Marcus Klingberg, qui est mort en 2015 à Paris. Juif polonais, étudiant en médecine à Varsovie, en 1939, Klingberg a fui les nazis pour rejoindre l'Union soviétique. Engagé dans le service médical de l'armée rouge, il est devenu un épidémiologiste remarqué par les plus hautes autorités soviétiques. Après-guerre, il a émigré en Israël, où il a dirigé le programme clandestin d'armes bactériologiques. Les services israéliens ont fini par découvrir que le professeur Klingberg livrait toutes ses recherches à l'URSS. Son histoire reste l'une des plus mystérieuses de la guerre froide. Quand a-t-il été recruté par les soviétiques? Quels secrets leur a-t-il livrés? À ce propos, une phrase de votre livre Un pur espion, qui était l'un de ses ouvrages favoris, ne cesse de me hanter. Nous trahissons pour rester loyaux. Ancien agent secret vous-même, considéré dans le monde entier comme le maître incontesté en matière d'espionnage, je voulais savoir si vous aviez eu connaissance de son histoire. Cher Émile Aîné, merci de porter à ma connaissance l'affaire Klingberg, dont j'ignorais tout. La personnalité de cet homme, le contexte historique et l'importance de son implication, tout cela est absolument fascinant. Je suis en ce moment confiné dans ma maison sur les falaises de Cornouailles. Auriez-vous d'autres documents à me transmettre, en plus de l'article de Peter Pringle? En tout cas, une chose est sûre, vous tenez là une histoire extraordinaire. In 1981, the Reagan administration En 1981, l'administration Reagan accusait l'Union soviétique d'utiliser une nouvelle arme chimique in Southeast Asia, dans le sud-est asiatique contre les tribus mongols Laos. in Laos. And it was supposed to be... On appelait ça la pluie jaune.
Bien entendu, les soviétiques démentaient vigoureusement. L'administration Reagan maintenait ces accusations. Et je persistais, moi aussi, à tenter de trouver quelqu'un qui détiendrait les informations à propos des soviétiques. Savoir si, quelle que soit l'époque, au cours de la guerre froide, voire même avant, ils avaient ou non fabriqué cette arme chimique basée sur cette toxine. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti en Israël en 1985. Je voulais rencontrer Marcus Klingberg, qui avait officié en Union soviétique au cours de la guerre, alors qu'ils étaient confrontés à une épidémie liée à cette même toxine. Tous les journalistes qui s'adressent aux autorités gouvernementales doivent se signaler. Et là, on m'a dit, Marcus Klingberg a disparu. J'ai demandé s'il travaillait bien à l'Institut national chimique et bactériologique de Ness Ziona, juste à côté de Tel Aviv. Oui, il y travaillait, mais il est parti en Europe et il a disparu. Et on me dit, vous pouvez toujours appeler sa femme, elle doit être dans l'annuaire. Elle me fait rentrer chez elle, je prends place, je commence à lui poser des questions. Et à chacune de mes questions, elle me répond « Je ne peux rien vous dire à ce sujet ». Je lui demande où il est parti, depuis quand il a disparu. Je ne peux rien vous dire. J'ai bien compris que je n'obtiendrai rien de plus. Et je lui dis, peut-être que si je lui écris une lettre, vous auriez une adresse où lui envoyer? Peut-être. Vous pensez qu'elle lui parviendra? Peut-être. Vous pensez qu'il me répondra? Peut-être. Peut-être pas. C'est tout. Fin de la conversation. Ness Ziona se trouve à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv. Évidemment, il n'est pas question de rentrer dans Ness Ziona. C'est un site secret défense. Mais j'ai réussi à prendre une photo de l'entrée depuis la rue. Je fais ma photo et je retourne à ma voiture de location. Et là, la vitre arrière avait été brisée. Ma sacoche avec toutes mes affaires de travail avait disparu. Rien d'autre n'avait été volé. L'essentiel de ce qui se passe dans ce centre, entouré d'une muraille haute de 3 mètres, est classé secret défense et relève des recherches sur les armes bactériologiques. Un scientifique de l'Institut s'est souvenu que quelques mois après sa disparition, des agents du gouvernement étaient venus récupérer toutes les affaires personnelles et les dossiers de Klingberg sans fournir la moindre explication. נעצרתי ב-19 לינואר 1983, בשעה 7 בבוקר. זה היה משרד של השב"כ, שהוא נלקח לצורך זה, רק לצורך זה. יש שם מישהו? כאן יש מישהו, וזה ישראל. איך הוא נראה? גבוה, משקפיים. שר בלונדיני מקורזל מאוד, יש לו בעיה עם הרגל קטועה. אני רוצה להגיד לך שאתה עצור, ואני שמעתי עבור מה? מה הסיבה? עבור ריגול
לטובת ברית המועצות. אמרתי לא נכון. Parfois, il y a des cas, des situations qui sont sensibles, et dans ces cas-là, il faut faire disparaître le suspect discrètement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux dire, c'est que celui qui était adjoint du directeur de l'Institut de biologie connaissait les plus grands secrets d'Israël dans le domaine du développement des armes biologiques et chimiques. Il était dans le secret des dieux, au sein de l'Institut le plus secret d'Israël, et toutes ces informations, il les a données aux Russes. Cela faisait de lui l'espion le plus dangereux qu'Israël ait jamais connu. La décision a été prise de ne pas le traduire en justice directement, mais de le retenir dans un appartement pour l'interroger et pour laisser les soviétiques dans l'ignorance quant à son sort. בין 22-3, אני הייתי כבר שבור. אחרי 4 ימים נורא קשים. אני וכל הזמן האיומים ואיומים עליי, שוב פעם על אשתי, אבל במיוחד על הבן והנכד, אני נשברתי. Ce que je garde de mon grand-père, c'est la force. La force. C'est un bonhomme qui fait 1m70 et qui résiste à tout. C'est ce qui m'a toujours impressionné, moi. C'est cette capacité à tenir, quelles que soient les circonstances. Alors, le seul moment où il a flanché, c'est quand il a avoué, sans compter ce à quoi il a survécu avant, la guerre, le décès de ses parents, la mort de son frère, tout. Et malgré ça, il tient le coup, tout le temps. Et ça, pour moi, c'est un exemple absolu. השפה בבית הייתה פולנית. סבא, הרב, דיבר אליי ביידיש. אבל אני הייתי עונה לו בפולנית. ואחרי זה עשיתי בגרות בוורשה באקסטרני. בגישפז. ולמה? פקולטה לרפואה, שמה. פעם ראשונה שנתקלתי באנטישמיות נוראה. בפולניה זה כמו שאני הולך לבקר, הלכו, בכלל גברים הלכו בבקלות. אז בסוף המקל, פה היה להם סכין גילוח, לתת מכות. ואתה ספקת פעם? אני ספקתי מכות. כן, פעמיים. צריך לזכור דבר אחד, אני הייתי בלונדית. היו לי העיניים כחולות, ולא הייתי נראית יהודי טיפוסי. J'ai le souvenir de mon grand-père qui me raconte comment son père à lui lui dit il faut qu'il y en ait un qui survive dans la famille et ce sera toi. Et à ce moment-là, mon grand-père part. Il part en Russie. Et c'est parce qu'il est parti qu'il a eu la vie sauve, bien sûr. Bon, il serait resté, il aurait subi le même sort.
פעם להתגייס לצבא האדום? לא, אני מתגייס 41. הברברוסה. ואז התמניתי מסוף דצמבר 43 לאפידמיולוג ראשי של הרפובליקה וסגן ראש האגף לאפידמיולוגיה והיגיינה. 20 décembre 1943, adjoint à la direction du département anti-épidémie du commissariat à la santé de Biélorussie. 25 juillet 1944, directeur du département. Dr Klingberg est distingué à l'occasion du 25e anniversaire de la médaille du 26e anniversaire de la Révolution d'octobre. En témoignage de la reconnaissance de l'apport personnel du Dr Klingberg pour son grand travail. Quand on voit toute sa carrière, il a toujours occupé des postes de responsabilité très importants. C'était une personne assez exceptionnelle. On s'est rencontrés 2 fois et c'était assez fantastique, je dois dire. Il était arrivé en Union soviétique, il avait 21 ans, okay, en 1939. Et quand il est parti, il avait 27 ans. Et pendant cette période, il a vécu l'effondrement de l'Europe, la première phase de recul de l'armée rouge, et puis ensuite Stalingrad, la reprise, la remontée de l'armée rouge, la contre-offensive, et puis la victoire avec l'armée rouge allant jusqu'à Berlin. Et lui, ayant joué un rôle très important dans tout ce phénomène, en tant qu'épidémiologue, avec sa fonction spécifique. Donc il a vécu là une période extraordinaire. La situation de l'URSS, encore à ce moment-là, était presque une situation de type médiéval. Ces maladies infectieuses, elles pouvaient décider de l'enjeu de bataille, décisif parfois. Il suffisait qu'un régiment soit touché par une épidémie de typhus pour que le régiment soit paralysé. Et donc, avoir des épidémiologues qui détectaient l'épidémie au niveau du village et qui l'arrêtaient là, faisait que ces paysans qui allaient être recrutés, qui allaient aller à l'armée, etc., n'amenaient pas les maladies avec eux, ces maladies infectieuses. C'était extrêmement important pour la vitalité, pour la force de l'armée rouge. מסתיימת המלחמה, כתבת מאוד טוב ויפה על הדילמה של לחזור לפולין. לו הייתי נשאר בברית המועצות, אז בבלורוסיה, אז בטוח שהייתי מגיע לסגן שר. זה בטוח. אבל אני מפחד דבר אחד. שנות ה-30 יכולים לעזור. שנות הפחד. אתה מבין? הטרור. Il a décidé de retourner en Pologne pour participer en tant que citoyen polonais à l'avènement du nouvel État communiste. אחרי חודשיים, 3 אני כבר עובר ממנהל מחלקה למנהל אגף ואחר כך סגן לקומיסר המיוחד למלחמה באפידמיות. כשאני פגשתי את אשתי לעתיד בוונדה ב-1945, שם היו דתיים, אבל הממשלה לא הייתה דתית. להיגיינה, היא עבדה על פניסילין.
סבתא הייתה, וסבא היו דתיים, הבית היה כשר, אבל היא לא הייתה דתית. Elle, qui était juive aussi, pendant la guerre, elle a réussi à rester en Pologne grâce à des faux papiers. Elle a su mentir et dissimuler mieux que personne. Elle venait d'un milieu plus bourgeois, il y avait de l'argent, d'un milieu d'entrepreneurs, donc c'était pas du tout la même histoire. היא לא רצתה להתחתן. אני השפעתי עליה, שכן. אבל, היא אמרה, אני בפולין לא נשארת. אתה צריך להבטיח שאנחנו נעזוב את פולין. אז הבטחת. Elle estimait que ce pays sentait la mort. Et donc, il était hors de question pour elle, de toute façon, de rester en Pologne. Après, ils sont partis en Suède. כמה זמן היית בשוודיה? 2.5 מ-18 במאי 1946 עד נובמבר 48. היא נולדה בפברואר של 47, היא נולדה באוקטובר 47. מה התפרנסת? רגע, זה ספר לך, זה סיפור שלם. Il s'agit de la partie la plus étrange de cette histoire. Quitter un État communiste dépendant de l'URSS pour passer à l'Ouest, à l'époque, c'est un acte de trahison. Il est parti de Pologne clandestinement. Et il a dû mentir pour se faire délivrer un passeport et pour que personne ne se rende compte qu'il n'allait jamais revenir. Peu de temps après son arrivée, il trouve du travail à l'ambassade de Pologne. On a échangé là-dessus plusieurs fois. Je l'ai bousculé. Cette histoire pose problème. Évidemment, je sous-entendais, tu es parti sur ordre, et peut-être étais-tu déjà lié au service de renseignement. Peut-être étais-tu en mission extérieure pour la Pologne. Cher monsieur Le Carré, les services israéliens ont toujours soupçonné le professeur Klingberg d'avoir été un agent dormant, recruté par les Russes avant même son arrivée en Israël. À Stockholm, sans avoir la moindre qualification pour ce poste, il occupe un emploi d'attaché maritime à l'ambassade de Pologne. Un expert suédois m'a précisé que cette ambassade était considérée à cette époque comme une base avancée des services soviétiques pour infiltrer l'Ouest. J'aurais aimé avoir votre avis à ce propos. Cher Rémi, cet emploi d'attaché maritime à l'ambassade de Pologne, une couverture probablement, pour ne pas dire certainement une manipulation des Russes. Je suis d'accord avec les services israéliens. Les agents soviétiques, qu'ils soient du NKVD, du KGB ou du GRU, ne l'auraient jamais lâché. Et bien peu de vrais taupes rompent le lien avec leur donneur d'ordre. שאנחנו נוסעים לפלסטינה ב-48 ראשי קובבטים. וחשבת שאתה נוסע למקום שתקימו שם מדינה קומוניסטית? לא קומוניסטית, אבל סוציאליסטית. חשבתי שמשהו יש בקואליציון, בכל זה חשבתי שיש משהו. אני התנדבתי לצבא האדום, ללחום נגד הנאצים. אני רוצה להגיע לצה"ל, לצבא, ובארץ לא היו אפידמיולוגים.
Ben Gurion considérait que la science et le génie juif pouvaient nous fournir des brevets biologiques ou chimiques. Et bien sûr, ce que Ben Gurion voulait le plus, une centrale nucléaire. C'était la clé de la dissuasion à long terme contre les pays arabes. Et une force de frappe si des jours sombres venaient à se profiler. En avril 1948, Ben Gurion a donné des instructions pour recruter des scientifiques capables de tuer et de soigner en masse. Cela signifie qu'il recherchait des virologues, des bactériologues et des personnes qui pourraient mettre au point des armes biologiques. C'est dans ce contexte que Klingberg a été enrôlé dans le corps médical de l'armée israélienne. Puis, on lui a proposé de rejoindre les instances dirigeantes du nouvel institut de recherche biologique. Il y avait une sorte de mystère autour de ces laboratoires qui s'occupaient de questions chimiques et biologiques. Le plan de l'Union soviétique, dans la perspective d'une troisième guerre mondiale, était le suivant. Après l'utilisation d'armes nucléaires qui anéantiraient l'humanité dans la partie occidentale du monde, utiliser des armes biologiques contre les survivants. C'est la raison pour laquelle ils ont recruté une personne dans une position aussi importante que Marek Klingberg. זה היה בזיכרון. מה עשית שם? בית אברהם. באתי לכמה ימים לאברהם. לבד עם אשתך? לבד. אז אתה מגיע לשם. כן. אני מבין שפשוט ירדת קצת לגינה לקרוא. קראת מאמר בעיתון רוסי? ואני לא טועה, זה היה ז'ורנל מיקרוביולוגי, אימונולוגי ואפידמיולוגי, משהו כזה. ברוסי? ברוסי. ואז התיישב מישהו על ידי, והוא התחיל לדבר איתי, והתחלנו לדבר רוסי. בהתחלה רק מפגשים חברתיים, אין שם חילופי מידע, אין שם, לא מבקשים ממנו... Au début, ce ne sont que des rencontres amicales. ולא לצלם כלום, ולא... On ne lui demande aucun renseignement. מעלים זיכרונות מימי... On échange des souvenirs de la guerre en URSS. אבל במפגש השני... Mais après quelques rencontres, הוא נכנס לאוטו של אותו ויקטור. le dénommé Victor le fait monter dans sa voiture. שגרירות פה בשדרות רוטשילד, כן? והוא אומר לו... Et lui dit de mettre un chapeau. והוא אמר לי לשים כובע, ובכלית הייתה מגבר, והיה נהג. אז הבנתי. ואז הוא אמר לי, יש לך דרישת שלום מהחברים שלך, מברית המועצות, יש לך שם מצוין. אז שוב פעם על האגו שלי, זה עבד חזק מאוד. אז יש להם טכניקה... Ils avaient tout un stratagème. שלפיה... Klingberg prenait la voiture rue Herzl à Tel Aviv. בתל אביב, ושם היה אז... À l'époque, il y avait un mur en béton.
חומת בטון, והם קבעו שאם אחד הצדדים ירצה... Ils avaient convenu que la partie qui voulait rencontrer l'autre dessinait un cercle sur le mur. עיגול על חומת הבטון הזו. ואם יהיה סימן הזה, אם אני יכול להיפגש, אני אעשה איקס משהו. ואז נפגשים פה באותו ערב, בשעה זו, במקום זה וזה. Les rencontres ont cessé d'avoir lieu dans la voiture où ils se parlaient en faisant des tours dans les rues de Tel Aviv et Jaffa. Au bout d'un certain temps, ils se donnaient rendez-vous dans l'enceinte de l'église orthodoxe d'Abu Kabir, qui appartient au gouvernement russe. Ils se retrouvaient dans la sacristie, et là, sur une table dressée selon la tradition russe, l'attendaient vodka, caviar, poisson fumé et ce pain noir qu'il aimait tant. Et leur conversation pouvait démarrer. מה עושים עם זה ומה עושים עם זה, אם יש זה ויש זה. אני ככה סוגר עיניים, זו הדרך שלי, סוגר עיניים וחוזר בראש. זה היה רצוי שאנחנו נלמד אותך כמה דברים שלא רואים. להשתמש במשהו, זה נקרא טוצ'קה, מתחת לבול, אתה שם מכתב, שהם יכולים לקרוא את זה, אני אמרתי לו, תשמע, אני מוכן לעזור לכם, אבל שום דבר שהוא דבר טכני, אני לא יודע, רק להחליף בנורא אני יודע. אז פעם ראשונה שחשבתי איך הם הסובייטים לא הכינו אותי למקרה שאני נתפס, אפילו אין לי ציינית או משהו, או חומר אחר שאני יכול לגמור עם החיים. הם לא הכינו אותי בכלל איך להתנהג בדבר אחד. עושים לי שם של אחד המרגלים הגדולים, אבל אחד הגדולים שלא קיבל שום הנחיות מצד הקג"ב הסובייטי. שאתה רק תיזהר לא לנסוע טקסי או ישן, רק להחליף אוטובוס או לקחת טקסי וזה וזה, ולהסתכל אם הולכים אחריך או לא הולכים אחריך. זה הכל. יותר מ-20 שנה. הם אמרו, תשמע, לנו יש אינפורמציה עליך ממישהו שהוא ערק למערב. אמרתי, איזה ארץ? זה אתה צריך לדעת. והוא שמסר את שמך. הוא הבין מהחומר Il a compris qu'il avait été dénoncé par un agent double. שהוא נחשף על ידי סוכן כפול. Cet agent travaillait pour les services secrets soviétiques. Il a été retourné par les services secrets israéliens à son arrivée en Israël et il est devenu un agent double. Son nom est encore couvert par le secret aujourd'hui. Et connaissant la hargne des services de sécurité, ne comptez pas sur moi pour le citer.
Klingberg était tout à fait conscient de ce qu'il faisait. Il a pris des risques extrêmes. S'il avait été arrêté dans les années 60, il aurait été liquidé. Sans autre forme de procès. Très cher Monsieur Le Carré, condamné à 20 ans de prison, le professeur Klingberg a été incarcéré dans le plus grand secret sous une fausse identité, Abraham Greenberg. Ses proches ont été astreints au silence le plus absolu quant à son sort, au risque de se voir privé de toute possibilité de lui rendre visite. Il semblerait que le traitement qui lui a été réservé ait été d'autant plus dur que tout en ayant avoué avoir espionné pour les soviétiques, il n'a jamais rien dit de la teneur des secrets qu'il leur a livrés. Cher ami, ma première réaction à la lecture de votre dernière lettre a été « Comment Klingberg a-t-il pu abuser les services secrets israéliens aussi longtemps ?» Ma seconde, quelle vaine brutalité dans le traitement qui lui a été réservé. Mais les services israéliens, une fois qu'ils ont compris qu'ils ont été floués, peuvent se révéler sans pitié. Il en va de leur réputation. Post-scriptum. J'avais eu une longue conversation avec Sakharov, le père de la bombe atomique soviétique, à propos de la loyauté due à la science. ואם יש ידיעה על דברים שיש להם ערך חשוב לביטחון העולם, אז טוב ששני הגושים יהיו אותו דבר. קלינגברג ניסה לספר לעצמו סיפור שהכפל... Klingberg essayait de s'auto-convaincre que la fidélité à la mère patrie Russie et à l'État d'Israël n'était pas incompatible. J'ai essayé de vérifier si Klingberg avait été payé par ses agents traitants. Il se sentait insulté par ma question. Mais quelle idée! J'ai essayé de formuler autrement. T'ont-ils défrayé? Il disait « J'ai fait tout ça par amour. Si j'avais accepté de l'argent, j'aurais vécu ça comme de la prostitution. » À l'époque, et tant que ma grand-mère était en vie, on a globalement, enfin on a scrupuleusement respecté le secret. Ma grand-mère tenait sa langue mieux que personne. Même sous la torture, elle n'aurait rien dit sur quoi que ce soit. Ce qui moi m'a beaucoup marqué, c'est les engueulades permanentes entre elle et mon grand-père. Et j'ai fini par comprendre longtemps après qu'en réalité, ma grand-mère en voulait beaucoup à mon grand-père, non pas d'avoir espionné, mais d'avoir avoué. לא סימפטי. של כעס, אשתי לא הרימה את הכל. שאלתי איך את מרגישה, מה זה... זה היה הדבר ראשון, איך את מרגישה? כן, מה, זה מעניין אותך? עכשיו? פתאום לא היה לה על מה לדבר. זה משהו נורא. זה כל הזמן עד שהיא נפטרה. כל פעם להגיע לביקור, וזה בשבילה היה סיוט. C'est vers la fin de nos entretiens qu'il m'a révélé qu'elle aussi était impliquée et qu'elle espionnait aussi. ספר לי על הפעם הראשונה ולמה החלטת לספר לה, סיטואציה של אותה שיחה. אתה חייב לנסות, זו שיחה מאוד חשובה. זה היה בבית ביפו. ביפו. אז יש לי משהו, דבר שצריך להישאר בינינו. הגיע הזמן שאני רוצה לשתף אותך. כן, במשהו שמאוד רגיש, או מאוד סודי, משהו כזה. קשור אליי. שגור
הסובייטי. כבר נפגשתי, אז רציתי שתדעי. מבחינתך זה היה שיחה חשובה? הייתה חשובה שירד, האבן ירדה לי, וראיתי שיש עוד מישהו שהוא שותף לסוד שלי. זה מאוד חשוב. אמרתי לבן לחיים מוכנה להיפגש עם תור. אז בבקשה. Sa femme était la figure dominante de sa vie. Il a fini par dire que sa femme était une espionne, et bien meilleure que lui. Elle avait même réussi à sortir des éprouvettes de l'Institut de biologie pour les remettre aux soviétiques. Donc je reviens à ma supposition que lorsqu'il est arrivé en Israël, il travaillait déjà pour les soviétiques. Et qu'elle, en Pologne, travaillait déjà pour les soviétiques. Au Shin Bet, on est convaincu qu'elle était une espionne beaucoup plus audacieuse, dangereuse que son mari. En fait, c'était elle la figure dominante de ce qu'on pourrait appeler le réseau Klingberg. Jusqu'à sa mort d'une crise cardiaque, le Shin Bet l'a soupçonnée. Mais ils n'ont jamais réussi à la confondre. Leur fameux informateur, l'agent double, n'a jamais mentionné Vanda. C'était, disons, en 1992. Alors que j'avais fondé l'Association des médecins pour les droits de l'homme. Dans ce cadre, je me rendais dans les prisons. J'allais rendre visite aux prisonniers politiques, ou pas forcément politiques d'ailleurs, mais les prisonniers palestiniens. Un gardien m'a dit « Il y a quelqu'un ici qui souhaite te parler. C'est possible ?» J'ai répondu « Oui ». Il a ouvert la porte et qui est entré ? Marek. Plus vieux que dans mon souvenir. Un peu plus bedonnant, mais avec le même sourire et la même voix. Une surprise totale. Je lui ai demandé « Marek, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Impossible de trouver une question plus stupide. C'est comme ça que j'ai découvert que Marek, le professeur Marcus Klingberg, était en fait en prison en Israël. Bientôt, c'est devenu une nouvelle mondiale, alors qu'avant, personne ne savait où il était. Au début des années 90, l'affaire devient publique. On a un combat qui n'est plus un combat clandestin, mais qui est un combat qui se fait par des pétitions. Appel à la clémence du docteur Rouchama Marton, au président d'Israël, Ezer Weizmann, au Premier ministre Yitzhak Rabin, au ministre de la Justice, David Libaï. J'ai interpellé nos dirigeants. J'ai choisi la ligne humanitaire. C'est un médecin respecté, il est vieux, il est malade, il doit donc être libéré. Yitzhak Rabin, Premier ministre.
Nous ne pouvons considérer les actes criminels de votre grand-père avec les yeux d'un petit-fils chéri, mais avec les yeux de ceux qui sont en charge de la sécurité de l'État. On est à l'époque reçu par tout le monde. Et c'est toute l'ambiguïté du statut de mon grand-père. C'est que c'était un notable israélien, donc il connaissait du monde. Et ma mère, malgré tout, même si elle était une militante d'extrême gauche, elle connaissait du monde parce qu'elle avait fréquenté les bonnes écoles et que dans les bonnes écoles, elle avait côtoyé des gens qui étaient devenus députés ou ministres. Pourquoi Marek est-il resté en prison si longtemps? Ceux qui dérangent et ne sont pas dans la ligne de la politique sécuritaire d'Israël sont aussitôt frappés de peines très lourdes. Et la vengeance n'a pas de limite. S'ils n'ont pas de chance, c'est qu'ils sont palestiniens, ils sont liquidés. J'ai rendu visite à Marcus Klingberg à la prison d'Ashkelon. Il n'était pas en bonne santé. Et après une conversation de plus d'1 heure, j'ai dit à son avocat, à Victor Feldman, que j'étais disposé à témoigner en faveur de sa libération. עד לפני 4 חודשים קשה היה לעלות על הדעת שבית המשפט יצווה על ראש השב"כ לשעבר להעיד בדלתיים פתוחות. Nous étions 2 témoins. Le premier était Yechiel Orev, grand patron de la sécurité des services secrets, et moi-même. Yechiel Orev était opposé à sa libération, car il considérait que Klingberg représentait toujours un danger pour la sécurité de l'État. Dans mon témoignage, j'ai dit que les activités d'espionnage de Marcus Klingberg avaient constitué un crime très grave, mais que pour des raisons humanitaires, il fallait le libérer. Sa libération ne posait plus aucun problème. La Cour suprême refusait de le libérer au motif suivant: il sait des choses qu'il n'a pas conscience de savoir. Par conséquent, il était dangereux de le libérer. Cela sous-entendait que Klingberg aurait eu connaissance de quelque chose qu'il ne pensait pas important, mais qui en réalité l'était. C'est une formulation absurde, reprise à son compte par la Cour suprême. Il sait des choses qu'il n'a pas conscience de savoir. C'est un argument impossible à contredire. Le combat pour libérer Klingberg a duré de nombreuses années et a échoué plusieurs fois avant de réussir. המרגל מרקוס קלינברג שוחרר היום מכלא באשקלון למעצר בית להמשך מאסרו. מרקוס קלינברג נשא 15 שנות מאסר, ובגלל מחלתו שוחרר להשלים את מאסרו בביתו בתל אביב. Il n'a exprimé aucun regret. Jamais il n'a dit « j'ai commis une erreur » ou « je n'aurais pas dû ». D'une certaine façon, j'avais de l'admiration pour lui, car il a été jusqu'au bout de ses idées. J'ai appelé Michael Sfar
Enfin, je lui ai envoyé un mail pour lui demander si ce ne serait pas une bonne idée, après toutes ces années, d'interviewer Marcus Klingberg. Michael Sfar m'a répondu « Quelle bonne surprise d'avoir de vos nouvelles. Vous avez joué un rôle essentiel dans l'histoire de Marcus. » Mais attendez, je ne l'ai jamais rencontré, ni même jamais vu. Je suis sûr qu'il adorerait vous voir. Sylvia m'a accueilli à la sortie de l'ascenseur. Juste derrière elle, il y avait Marcus. Il me dit « Quel bonheur de vous voir après toutes ces années. » Et moi, « Oui, Marcus, 28 ans pour être précis. » On s'est assis, on a papoté pendant 2 jours. Ok, Marcus, maintenant tu peux le dire. Qu'est-ce que tu n'as pas conscience de ne pas savoir? Et avec son sourire, il m'a dit, je ne peux rien dire. Que savait-il? Et surtout, le savait-il vraiment? Qu'en aurait dit John le Carré? Il nous avait invités à venir chez lui pour en parler. Il est mort le 12 décembre 2020. Reste cette phrase, extraite de son livre Un pur espion que Klingberg admirait tant. Nous trahissons pour rester loyaux. La question est de savoir ce qui motive la trahison. Quelle pensée vous a motivé? L'argent? L'honneur? Ou une pensée politique que je peux concevoir et avec laquelle je peux même être d'accord? Mais si j'avais pu en débattre avec lui, je lui aurais dit « Chérie, tu n'es pas allée au bout. Tu aurais dû dénoncer ce qui se tramait dans cet institut où l'on fabriquait des armes biologiques et des armes chimiques. Tu n'es pas allé au bout de ta trahison. On peut le dire ainsi. Et pour ma part, je le regrette. אני רוצה שיהיה כתוב, לא פרופסור ולא דוקטור, רק דבר אחד שיהיה כתוב. מרקוס מרק קלינגברג, לוחם אנטי-פאשיסט. שום דבר מיותר. אז יאן אומר, אולי נוסיף אגנט של הקק"ב.